Bouygues Énergie et Services, filiale locale du géant français Bouygues en faillite au Gabon, poursuit sa phase de liquidation. Ces 200 employés attendent le paiement de leurs droits légaux. Les actifs de l'entreprise sont évalués à 2 milliards de francs CFA. C'est le principal titre de cette édition d'information du soir sur TVS. Les détails, ce sera dans quelques instants avec Pierre Parfait Mbadikoum. Bonsoir à tous et bienvenue à TVS, la télévision Shekina et notamment à cette principale édition d'information du soir. Je le disais tout à l'heure, l'entreprise Bouygues est en faillite depuis plusieurs mois déjà et les actifs de cette entreprise se lèvent à 2 milliards de francs CFA, une manne qui pourrait bien servir au paiement des employés. Ce matin, le ministre du Travail a procédé à la sécurisation des dits biens. Pierre Parfait Mbadikoum, reportage. En cessation d'activité depuis le 30 octobre 2017 pour cause de faillite, Bouygues Énergie et Services, filiale locale du géant français Bouygues, poursuit sa phase de liquidation. Présente au Gabon depuis 70 ans, l'entreprise avait annoncé le paiement de droits des salariés jusqu'à 18 mois. Il s'agit donc maintenant de rétablir chaque agent dans ses droits légaux. Il faut seulement savoir que lorsqu'on traite une question en l'absence du concerné, les choses sont un peu plus compliquées. Les dirigeants de Bouygues ne sont plus au Gabon, ils sont à l'extérieur et il nous est difficile, n'est-ce pas, de régler un certain nombre de détails étant donné qu'ils sont hors du Gabon. Mais cependant, la difficulté que nous avions, c'était d'effectuer les calculs des droits du personnel, simplement parce que absence de données, absence de bulletins, on n'avait pas d'informations qui pouvaient nous permettre, n'est-ce pas, de le faire avec célérité. Mais cela est fait. Ça a été désormais effectué par le ministère du Travail. En réalité, c'est la direction générale qui devait s'en charger. Mais étant donné que cette direction n'existait plus, le ministère du Travail s'est engagé par le canal de l'inspection pour, n'est-ce pas, effectuer les droits de l'ensemble du... En chômage forcé, les employés n'ont plus droit d'accès dans les locaux de l'entreprise, désormais rétrocédés à la BGFI Bank. La présence des agents de sécurité a été renforcée. Et depuis 3 mois, BGFI devait intégrer ces locaux. Mais il se trouve qu'on y a encore à l'intérieur un matériel qui n'est pas le matériel de BGFI. Donc, il était question donc que BGFI puisse, n'est-ce pas, intégrer ces locaux. Nous sommes venus aujourd'hui parce que le personnel a appelé en urgence en voyant que BGFI avait envoyé des conteneurs pour évacuer les biens. Ils se sont inquiétés parce que pour eux, ces biens peuvent également constituer un avoir pour pouvoir payer leurs droits. La somme de la vente des actifs de Bouygues est évaluée à 2 milliards de francs CFA. De quoi largement payer les droits des 200 employés de la filiale au cas où. L'inventaire du matériel s'est fait en présence d'un huissier de justice, d'un conseil juridique, des forces de l'ordre et de sécurité, d'un représentant de BGFI, d'un représentant de Bouygues et d'un représentant du personnel. Les étudiants de l'Institut supérieur d'ingénierie, ISI, sont en grève depuis hier à l'entrée principale de l'Institut. Ils réclament notamment les étudiants de fin de cycle à l'heure d'administration la délivrance des diplômes de fin de cycle. Reportage. C'est cette ambiance folklorique de grève qui prévaut à l'entrée principale de l'Institut supérieur d'ingénierie ISI depuis 48 heures et qui traduit la colère des étudiants des 3e et 5e années qui n'ont pas reçu leur diplôme de fin de cycle depuis plusieurs mois après leur soutenance en dépit d'une somme d'argent assez relevée qui avait été exigée à chaque étudiant pour la soutenance. Ils sont passés par la primature, l'NPG, l'enseignement supérieur. Même le tribunal, devant un procureur général, a dit rien n'a été habitué. On n'a pas obtenu de réponse pendant 7 mois. Ça, c'est notre. Là, c'est ce qu'a dit le président. Mais vous, qu'est-ce que l'administration nous a dit concrètement? L'administration nous a dit tant que l'État ne permet pas de payer notre scolarité, on n'aura rien. Étant donné que ça fait 7 mois,
ça dit septembre dernier, l'administration avait commencé à nous mettre d'abord dehors. Ça veut dire premièrement, on devait payer d'abord 5 millions si on voulait soutenir. En plus, on a laissé les 5 millions, ils ont dit bon, pour soutenir, il doit payer maintenant 280 000 pour soutenir. Nous sommes acquittés de ces fonds, nous avons payé 280 000 pour soutenir. Il était jugé qu'après soutenance, on devait rentrer en position de nos biens, c'est-à-dire que nos relevés de notes et nos attestations de réussite. Maintenant, après 7 mois, nous revendiquons, ils ne disent rien. Ils disent qu'on ne donne rien. À l'entrée principale, la force publique y est pour empêcher tout débordement, ni bombes lacrymogènes, encore moins des tirs de sommation n'ont été enregistrés. Étudiants et forces de l'ordre échangent amicalement chaque partie, comprenant bien le rôle joué par l'autre. Ne filmez pas. De manière pacifique, En franchissant le portail, sous haute tension de colère exprimée d'une part et le feu de la braise d'autre part, Yves Tameux, coordinateur général, remplaçant le directeur général absent, nous accorde un entretien au cours duquel il reconnaît que son établissement est bien en difficulté pour la délivrance des sésames attendus par les étudiants. Effectivement, le malaise ou la raison de ce malaise, c'est qu'on a quelques apprenants de niveau 3e et 5e année qui n'ont pas reçu les diplômes, n'est-ce pas, auxquels ils devraient s'attendre à la fin de l'année 2017 ou 2018. Alors la raison est assez simple, c'est que l'établissement, du fait d'un certain nombre d'engagements à l'extérieur, a du mal à les satisfaire et donc a produit effectivement ces parchemins. Donc ce sont des questions qui sont connues maintenant un peu de tout le monde, des différents acteurs, donc le ministère enseignement supérieur, n'est-ce pas, toutes les différentes autorités tutelles, mais même du budget. Donc, vraiment on a déjà saisi, même au niveau de la primature, on a saisi un peu toutes les autorités pour nous aider à trouver une solution. Mais je veux dire, nous sommes encore engagés à pouvoir solutionner ce problème. Peut-être vraiment pour rappeler comme ça que c'est une situation difficile dans laquelle nous nous trouvons parce qu'on a quand même des impayés sur 3 années. C'est vraiment une situation un petit peu inextricable en ce moment. La remise des attestations ou diplômes revendiqués par les apprenants est donc conditionnée par l'acquittement de la dette par l'Institut auprès des partenaires. Ce qui paraît ambigu pour une école supérieure exerçant sur le territoire national. Autrement dit, elle ne devrait avoir de partenaires sur le motif que relaie que le ministère de l'Enseignement supérieur du Gabon. Ce qui pourrait bien relancer le débat sur la création d'établissements d'enseignement supérieur privés, notamment le rôle que doit jouer le ministère de l'Enseignement supérieur vis-à-vis des dites écoles. Dans le même registre à l'Institut africain d'informatique, contrairement à l'Institut supérieur d'ingénierie où les étudiants réclament la délivrance des diplômes de fin de cycle, de ce côté, je le disais, à l'Institut africain d'informatique, il s'agit plutôt du personnel administratif qui est en grève. Il réclame plusieurs mois d'arriérés de salaire ainsi que des meilleures conditions de vie et de travail. Ce matin, plusieurs bureaux ont été scellés. Certainement des problèmes de détournement seraient à l'origine. Euphrem Yorezo. Organisation urgente d'un conseil d'administration extraordinaire, démission de la direction générale, 8 mois de salaire impayé et alto nombre de détournements dont connaît l'Institut africain d'informatique sont là les mots qui minent cette école de référence internationale dont souhaite définitivement se séparer les étudiants et autres composants de cette administration, à savoir le personnel. Des messages plutôt inhabituels qui orientent le premier venu sur le mode de gestion chaotique qui caractérise cette entité. Des personnalités de cette administration sont notamment pointées du doigt pour avoir instrumentalisé une partie des apprenants de cet institut à l'endroit du personnel administratif. Nous sommes un peu déçus de ces réactions-là et donc nous invitons vivement notre ministre de tutelle à pouvoir se saisir rapidement du dossier et de donner des instructions fermes. Nous attendons simplement qu'un conseil d'administration extraordinaire soit très rapidement convoqué notamment par le ministre de tutelle, et pour que la question de cette crise soit purement et simplement traitée une bonne fois pour toutes. Le manque de dialogue institué au sein de cette administration a conduit au débrayage total des agents. Présentement, plusieurs bureaux sont scellés, chose dûment constatée par un huissier de justice, une démarche, dit-on, qui vise à préserver les pièces comptables
qui, selon les syndicats, devrait certainement comporter des malversations. Nous avons simplement scellé les bureaux simplement pour sécuriser les documents, puisque la comptabilité ne fonctionne plus durant plusieurs mois déjà. Donc voilà, donc c'est ça. Donc c'est pourquoi nous avons voulu sécuriser les bureaux afin de sauvegarder les pièces comptables qui justifient effectivement des malversations financières constatées depuis que la direction générale a été mise en place. Comment avoir le cœur à l'ouvrage si les conditions de travail ne sont pas réunies? Nous revendiquons aujourd'hui 10 mois d'arriérés de salaire aujourd'hui. Voilà. Donc le mois de mars, d'avril entamé, nous sommes déjà à 10 mois de salaire impayé. Les conditions de travail, depuis plusieurs mois, il n'y a plus d'achat d'encre, il n'y a plus d'achat de papier, il n'y a plus rien dans certains services, si ce n'est que la direction générale qui fonctionne à sa guise. Et donc du coup, nous nous sommes dit, on ne peut plus continuer comme ça. Chaque personnel est obligé de pouvoir payer son papier, son encre, et tout pour pouvoir mener à bien son activité professionnelle. C'est pour toutes ces raisons-là, et effectivement, les prestations sanitaires, notamment CNAMGES, CNSS, ont arrêté de fonctionner. Donc du coup, on n'est plus pris en charge par la CNAMGES, par exemple, pour la simple et unique raison que depuis que la direction a été mise en place, plus rien n'a été reversé du côté de la CNAMGES. Et donc même nos collègues en partance pour la retraite ne savent plus à quel sens se vouer parce que les calculs n'ont pas été faits, aucune notification ne leur a été adressée, donc du coup ils sont comme abandonnés. Et donc c'est pourquoi nous nous sommes dit, trop, c'est trop, il fallait en fait qu'on s'asseye un moment, qu'on essaie de répertorier les problèmes, trouver des solutions pour amener la sérénité au sein de la maison. Va-t-on vers la fermeture imminente de cette école? Tout doucement, le silence qu'observe la tutelle donne des sueurs froides au personnel d'encadrement. De la grogne sociale toujours, les délégués du Pari Mutuel Urbain du Gabon, PMG, ont manifesté hier leur frustration devant le siège de l'entreprise sise au centre-ville. Ils revendiquent un meilleur traitement, notamment la réduction de leurs heures de travail jugées excessives. Pierre Parfait Mbadicoumbre. Ces images ont été prises le 9 avril 2018 aux environs de 18 h. Les délégués du PMG, Pari Mutuel Urbain du Gabon, ont manifesté leur mécontentement devant leur direction générale située au centre-ville. Ces délégués réclament un meilleur traitement de la part de la hiérarchie, notamment la réduction de leurs heures de travail, jugées trop élastiques. À 17h, on fait 12 heures de temps. 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h. On a d'ici 19h tous les jours. Tous les jours. On a pas de repos tous les jours. Tous les jours. On ne se repose pas. De 7h à 12h, on est au cœur. On est au cœur. Ils nous ont menti une fois aujourd'hui. Ils ne sont pas des enfants. Les frustrations des délégués résident également dans le fait que le travail est dur, les recettes énormes, mais leur pourcentage trop bas, 6% seulement. Pour se faire entendre, durant plusieurs heures, les délégués ont refusé d'entrer dans leur administration pour procéder au versement de l'argent des paris, obligeant ainsi le directeur général à sortir de son bureau feutré. C'est cet Européen que vous apercevez sur ces images. Fouillant nos caméras, il nous fait savoir qu'il n'a aucun commentaire à faire tant que la situation reste hors de contrôle. C'est finalement aux environs de 21 h que les délégués consentent à rentrer dans l'entreprise pour ouvrir des négociations. On tente depuis hier de trouver un consensus afin que les activités reprennent dans la sérénité. Mais l'on sait qu'il faudra que la direction générale mette de l'eau dans son vin. D'une frustration à une autre cette fois-ci avec les agents du ministère de l'Agriculture qui sont en grève depuis plus d'une semaine suite aux mesures engagées par le ministère de la Fonction publique. Ce matin, ils étaient encore nombreux à répondre présents au piquet de grève. Euphrem Biogedzo. Plusieurs jours après avoir lancé son mot d'ordre de grève générale, le personnel du ministère de l'Agriculture ne décolère pas
Il continue d'ailleurs d'observer le piquet de grève, comme c'est le cas ici, dans l'une des directions de cette administration. La mobilisation était une fois encore au rendez-vous. Le personnel réclame toujours la régularisation des situations administratives des agents et d'autres problèmes transversaux dont l'État peine à trouver des solutions. Tout simplement, dans notre cahier de charge, 4 points de revendication. Il y a l'annulation pure et simple des mesures gouvernementales relatives à la réforme de la fonction publique. Il y a le retour de la prime de rendement. Il y a la mise en œuvre du nouveau statut de la main-d'œuvre non permanente. Il y a la réhabilitation des cadres ruraux, parce que nous ne pouvons pas parler de l'agriculture au Gabon sans former le personnel concerné. Et c'est cette seule école qui forme les contrôleurs d'agriculture. Elle est en train de mourir, donc c'est un point de revendication assez important. Il est également inscrit sur ce cahier de charge-là. Il est à noter que le personnel de l'agriculture est solidaire au mouvement de grève général lancé par Dynamique Unitaire, qui qualifie la mesure engagée par le ministre de la fonction publique de mortifère, d'autant qu'elle précarise le fonctionnaire. Parce que vous n'avez pas lu la banderole dit bien en en-tête Dynamique Unitaire. Nous sommes membres affiliés à Dynamique Unitaire. Mais les grèves doivent se ressentir dans chaque département. C'est pourquoi le siège des piquets de grève doit se faire dans les ministères respectifs, d'où les membres de Dynamique Unitaire sont affiliés. Moi, je suis président du SYMPA, du ministère de l'Agriculture, affilié à Dynamique Unitaire. Mais je dois manifester le mécontentement de nos agents dans notre ministère de tutelle. Parce que si ça se fait au siège de Dynamique Unitaire, à quel moment la tutelle sera inquiétée? Il faut bien que chaque tutelle soit inquiétée sur la question. C'est pourquoi nous faisons les piquets de grève dans nos administrations respectives. Pour combien de temps encore ces autorités compétentes resteront-elles insensibles aux doléances des agents publics? On croise tout simplement les bras et attendons de voir. Sur un tout autre plan, ne pas se faire consulter par un gynécologue, une manière de faire qui peut exposer la femme à de multiples dangers. Ces dernières se doivent donc d'en faire au moins une fois par an, selon les spécialistes de l'appareil génital féminin, pour être à l'abri de tout risque. Un reportage de Sabrina Kundi-Pendar. Les spécialistes de l'appareil génital de la femme, encore appelés gynécologues, se trouvent très souvent confrontés à plusieurs difficultés dans l'exercice de leur métier. Des difficultés émanant dans la plupart des cas des patients, souvent réticents lors des consultations. Pour des raisons diverses dont la honte reste la plus évidente, les patients n'hésitent pas de se renfermer sur eux-mêmes. Une façon de faire que condamnent certains compatriotes. La maladie, quand ça t'attaque, hein. L'essentiel c'est de se faire guérir. C'est tout, mais seulement à un moindre degré, si la maladie t'attaque vraiment et tout, tu n'as plus rien à décider. Il n'y a pas honte, hein, quand on est malade, il faut se faire soigner. Et puis bon, on ferme les yeux et puis c'est la vie qui continue, il n'y a pas de problème. L'essentiel c'est qu'on soit guéri. Non, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte quand on est malade. Il n'y a pas de sexe opposé, il n'y a pas ceci, cela quand on est malade. Un médecin, que ce soit un homme ou une femme, il faut se faire soigner, c'est tout. Un problème gynécologique non résolu à temps peut exposer la femme à plusieurs dangers. Une femme est atteinte d'une IST, genre comme la chlamydiose. Il y a d'abord une stérilité secondaire qui s'installe. Suite à cela, la stérilité secondaire peut entraîner des dommages dans le ventre de la femme, dans les parties génitales de la femme, détériorer l'utérus, les trompes. Et ça peut encore causer d'autres maladies. Selon les spécialistes du domaine, les consultations gynécologiques sont primordiales chez la femme. Cette dernière se doit donc d'en faire au moins une fois par an pour déceler des éventuelles anomalies et les traiter à temps. À présent, voici la page étrangère de cette édition d'information qui nous conduira en Amérique latine et en Syrie. D'abord l'Amérique latine par le Brésil. L'ex-président brésilien Lula est arrivé à la prison de Curitiba au sud du pays où il doit purger une peine de 12 ans de détention pour corruption. Presse internationale. Devant le siège du syndicat des métallurgistes, les partisans de Lula s'agitent. Ils veulent lui barrer la route et l'empêcher ainsi de se rendre à la police. Malgré ce mouvement de foule, Lula parvient à quitter les lieux et monte à bord d'une voiture de la police fédérale. Lorsqu'il arrive en hélicoptère à l'aéroport de São Paulo, des dizaines de sympathisants sont là pour lui manifester leur soutien. L'ancien président brésilien s'envole pour Curitiba,
où il doit passer sa première nuit derrière les barreaux. Devant la prison, les pros et anti-Lula ont attendu toute la journée, maintenus à bonne distance par les forces de sécurité. Je vais rester à veiller ici toute la nuit pour soutenir notre président. C'est le meilleur président que le Brésil a connu. Dieu nous montre que notre pays est pacifique et bon. Les mauvaises personnes doivent aller en prison, toutes, à commencer par Lula. Lula doit purger une peine de 12 ans de prison. Il a été condamné pour corruption et blanchiment d'argent. L'icône de la gauche brésilienne se dit victime d'une machination politique pour l'empêcher de briguer un troisième mandat. Quelques heures avant de se rendre, il a promis à ses partisans de faire éclater la vérité. Je vais accepter de purger ma peine. Mais vous allez voir, je prouverai mon innocence. Même en prison, Lula peut toujours enregistrer sa candidature à la présidentielle d'octobre. Le tribunal supérieur électoral devra décider l'été prochain s'il reste éligible. Concernant le Moyen-Orient, notamment la Syrie, le président américain Donald Trump est sur le point de réagir ou de répondre à Damas et à ses alliés à la suite d'une attaque chimique présumée en Syrie, blâmant au passage la Russie qui met en garde contre de graves conséquences en cas d'attaque ou de frappe occidentale. Reportage. Donald Trump a promis de répondre avec force à l'attaque chimique présumée. Nous allons prendre une décision en ce qui concerne l'attaque horrible survenue près de Damas. Nous y répondrons avec force, mais je ne dirai pas quand, car je n'aime pas parler de timing. Les États-Unis font donc planer la menace d'une riposte militaire contre le régime syrien qu'ils accusent d'être à l'origine de l'attaque chimique à Douma. Et alors que l'ONU a réuni son conseil de sécurité, Donald Trump s'est entretenu au téléphone pour la deuxième fois en 48 heures avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux présidents ont réaffirmé leur souhait d'une réaction ferme de la communauté internationale face à ces nouvelles atteintes à l'interdiction des armes chimiques. Moscou assure pour sa part qu'aucune attaque chimique n'a eu lieu et met une nouvelle fois en garde les États-Unis contre les graves répercussions d'une frappe militaire en Syrie. Des frappes ont d'ailleurs déjà visé tôt lundi une base du régime dans le centre du pays, frappe qui selon Moscou et Damas serait d'origine israélienne. Nous devons nous occuper des frappes aériennes. C'est une évolution très dangereuse des événements. J'espère au moins que l'armée américaine comprendra cela, tout comme les armées des pays qui font partie de la coalition américaine. Quant au président turc Recep Tayyip Erdogan, il a téléphoné à Vladimir Poutine pour lui faire part de son inquiétude et de la nécessité de travailler ensemble. Avant de nous séparer, voici à présent la rubrique Expression libre. La question du jour vous a été posée par Sabrina Kundi Penda, à savoir qui était le président du Sénat gabonais en 2009. Qui était président du Sénat gabonais en 2009? En 2009, Madame Rose Francine, épouse Rogombe. Le président du Sénat gabonais en 2009. Madame Rose Francine Rogombe. Ah, on n'a aucune idée, aucune chance. Aucune idée. Avant la transition, Rose Francine Rogombe. Je ne peux pas vous répondre. Ah, là, je ne me souviens pas. Président du Sénat gabonais en 2009. Je ne connais pas. Désolé. En 2009, le président du Sénat, c'était une femme, c'était Rose Francine Rogombe. Je pense que c'était encore Rose Francine, la défunte. Et à cette question, en 2009, le Sénat gabonais était sous la présidence de Rose Francine Rogombe qui nous a quittés il y a quelques années, paix à son âme. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain à la même heure.